Je vais juste rapidement faire l'introduction de cette table ronde. Donc, merci à tous de participer à cette table ronde numéro 4. Mieux se sentir dans son assiette, comment faire de l'alimentation un levier pour préserver notre santé. Donc, le titre est assez explicite. On va parler ce soir des liens entre alimentation et santé. On n'est pas un très grand groupe comparé aux autres. Vous pouvez poser des questions sur le chat et même prendre la parole directement si jamais vous avez des questions, plutôt en deuxième partie, une fois que nos intervenantes auront pris la parole. Il ne faut pas hésiter. Le but aussi de ces tables rondes, c'était d'avoir un échange plus participatif que la première partie. Donc, vous êtes les bienvenus si vous voulez prendre la parole. Je vois que ma troisième intervenante est perdue. Alors, attendez, il va falloir que je gère ça. Finis juste de présenter ma table et puis je vais laisser les intervenantes se présenter, comme ça je vais pouvoir l'aider. Rapidement, une petite introduction, mais après qui répète déjà ce que vous avez entendu. À travers le projet alimentaire territorial, l'idée, c'est aussi de réfléchir à comment faire en sorte que tout le monde, tous les habitants du territoire puissent avoir accès à une alimentation de qualité. Donc, c'est vraiment un enjeu central. Mais comme on vous a pu l'expliquer dans l'introduction, sur le territoire du PNR et de la communauté d'agglomération, on retrouve une très grande variété de populations, une diversité de profils qui demandent d'avoir des approches différentes car elles sont confrontées à des problématiques qui empêchent leur accès, qui ne sont pas semblables. Aujourd'hui, sur le territoire du projet alimentaire territorial, on a des situations de précarité qui sont assez différentes, notamment les étudiants, des personnes âgées, notamment sur le PNR du Vexin, un certain nombre de familles monoparentales et la présence de quartiers prioritaires de la ville, notamment sur la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise. Donc, pour répondre aux enjeux d'accès à l'alimentation de qualité, il faut trouver des solutions pour ces différents types de publics et ces solutions ne sont pas forcément les mêmes. Et l'alimentation sur le territoire, ça implique des enjeux de nutrition et donc de santé publique. Voilà pourquoi donc, on fait le lien ce soir sur cette table ronde entre les deux sujets. Quelques petits chiffres que vous avez déjà eus lors de l'introduction, mais que je remets ici. Le budget alimentaire représente aujourd'hui environ 20% du budget total des ménages, soit 385 € par ménage, avec toutefois, comme on vous explique en introduction, de fortes disparités entre les différents ménages. On a environ 310 000 habitants sur le territoire, dont 20 000 étudiants, donc une grosse population étudiante qui peut avoir des difficultés d'accès à l'alimentation, à une alimentation de qualité. Et enfin, en France aujourd'hui, 54% des hommes et 44% des femmes sont en surpoids ou obèses, ce qui aussi pose question sur comment on fait en sorte de mieux manger et d'avoir accès à une nourriture de qualité. Pour répondre à ces questions, donc, on a invité 3 intervenantes à participer à cette table. Donc, Nathalie Mandard de l'association Incroyable Comestible, Nathalie Beugnot, qui va nous rejoindre du Crous Versailles, et enfin Katia Lebougeant. Là, il y a une faute de Cergy-Pontoise. J'ai fait un copier-coller trop rapide apparemment. Je vais les laisser se présenter 2 minutes chacune. Et puis après, ensuite, elles interviendront. J'ai quelques questions à leur poser. Mais d'abord, je vous laisse peut-être présenter vos parcours et vos postes. Peut-être Nathalie Mandard, vous pouvez commencer. Oui, vous m'entendez donc? Oui. Bon, alors bonsoir à tout le monde. Donc, je m'appelle Nathalie Mandard, je suis Incroyable Comestible depuis maintenant 5 ans. Je suis référente sur le Val d'Oise, ce qui m'a amenée à beaucoup bouger sur le Val d'Oise et voir différentes villes et différentes réalités. Je suis également bénévole Terre de Liens et également je suis membre de l'association Quelle Terre Demain, qui est aussi très partie prenante dans le plan alimentaire territorial avec monsieur Gérard Sandré. Entre autres choses, j'ai également fait donc une formation, on appelle ça un CCP en permaculture en 2012 au Bec et Loing, donc en Normandie, avec un maître de stage québécois. J'ai également, je suis également ambassadeur Graines de Vie. Alors ça, c'est un programme qui a été élaboré par Philippe Desbrosses, qui est un des pionniers de la bio et qui a fait ce programme autour de la conservation des graines paysannes.
Ça, c'est pour le niveau associatif. Alors, au niveau professionnel, en fait, en 2015, j'ai développé une activité d'animation en cuisine alternative. Pour ce faire, je me suis formée auprès d'un Gilles Davot qui a fait un livre notamment qui s'appelle Le manuel de la cuisine alternative, et de Brigitte Fichot qui, elle, a fondé une école. Elle est diététicienne et elle a fondé une école autour de la cuisine bio-diététique. Elle était assez précurseur aussi, puisque ça fait au moins 30 ans qu'elle est dans ces milieux de la diététique. Aujourd'hui, je collabore avec des bailleurs sociaux, des maisons de quartier, des associations, des AMAP, des entreprises et des particuliers, et sous des formes aussi différentes, puisque ça peut être des ateliers, des démonstrations, des on cueille en cuisine, des causeries, conférences. Voilà à peu près ce que je peux dire de ma petite personne. Merci. Alors, la deuxième intervenante, Katia Le Bougeon, je vous laisse vous présenter. Alors, bonjour à tous, Katia Le Bougeon. Du coup, mon parcours, je suis diététicienne de formation. Donc, j'ai évolué dans la restauration scolaire pendant un certain nombre d'années. Et après, je suis repartie dans le volet de la santé et particulièrement de la santé publique. Et j'ai intégré la ville de Cergy en 2015. Et donc, je suis actuellement coordinatrice santé. Et j'ai travaillé, par exemple, avec Nathalie Mandard. Je sais pas si Tout à fait. on a fait un atelier végétal ensemble sur une semaine bleue auprès des seniors. Absolument. Donc, voilà. Donc, les missions au niveau de la ville, c'est voilà, de mettre en place des actions de prévention auprès du tout public. Pas que sur l'alimentation, hein, bien sûr, c'est sur la santé globale. Donc, mais je pense que je pourrais en reparler un peu plus après. Mais voilà, ça fait bizarre effectivement de re-rencontrer les mêmes personnes autour d'une table ronde, comme quoi le monde est petit et qu'il faut ça les bonnes personnes. Merci. Et du coup, notre troisième intervenante, je crois qu'elle nous a rejoint. Donc, Nathalie Beugnot, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je crois que c'était bon. Elle avait l'air d'être arrivée. On a l'impression, un petit problème technique, j'ai l'impression. Alors, ce que je vous propose, c'est du coup de continuer. Je vais essayer de résoudre ce problème technique. Donc, Nathalie Beugnot, elle travaille au Crous, donc elle devait nous parler des enjeux sur l'alimentation plutôt des étudiants. On va essayer de la récupérer. Est-ce que laquelle d'entre vous souhaite commencer? J'avoue, je n'ai pas de préférence, donc comme vous souhaitez. Comme vous voulez. Eh bien, dans l'ordre d'arrivée, donc sur mon écran, donc c'est Katia Le Bougeon. Je vais donc vous laisser peut-être la parole, mais peut-être rapidement présenter les questions sur lesquelles on souhaitait vous entendre. Donc, c'était nous expliquer en quoi l'alimentation pouvait être un levier d'action dans le cadre du contrat local de santé. Et à l'inverse, en quoi ce contrat pouvait jouer un rôle dans l'accès à une alimentation de qualité pour tous. Et enfin, quelles étaient vos recommandations pour le territoire. Au cours de la présentation, pour les autres personnes qui assistent à l'exposé, vous pouvez poser des questions à l'intervenante directement dans le chat. Il ne faut surtout pas hésiter. Voilà, merci. Alors, le son... Oui, voilà. Activer mon micro, ce sera mieux. Alors, la première question sur l'alimentation, effectivement, peut-être un levier d'action dans le cadre du contrat local de santé. Alors, le contrat local de santé, c'est un contrat qui existe sur la ville depuis quelques années maintenant, puisque la ville a décidé de mener une politique de santé depuis à peu près 2009-2010. Donc, l'alimentation, pourquoi c'est un levier d'action pour ce style de contrat? Parce que c'est en fait, quand on travaille sur un contrat local de santé, on travaille sur la santé globale de la personne. Et donc, du coup, sur la santé de la personne, mais de tout ce qui l'entoure. Et l'alimentation est un déterminant de santé qui est très important et qui a un impact effectivement sur la santé de la personne et donc de la santé individuelle et collective.
Donc, c'est pour ça que travailler sur l'alimentation, c'est pour nous quelque chose d'important au niveau du contrat local de santé. En plus, le contrat local en santé, en fait, dans le contrat local de santé, on ne fait pas du soin, on fait de la prévention. Et donc, du coup, l'alimentation, c'est une possibilité de travailler facilement sur de la prévention santé avec les personnes et sur tout le public, c'est-à-dire des tout petits aux personnes âgées. Exemple, effectivement, l'atelier qu'on a pu faire avec Nathalie sur la découverte d'un atelier végétal avec des seniors dans le cadre d'une semaine bleue en fait, organisée pour les seniors. L'alimentation, alors ça a été exposé déjà pas mal en amont de cette table ronde, c'est effectivement un champ dans lequel on retrouve énormément en fait, d'inégalités sociales et territoriales. Et donc, c'est pour ça que le contrat local de santé doit pouvoir travailler sur cette thématique-là pour essayer d'effectivement réduire ces inégalités de santé visibles sur le territoire. Sur la question 2, à l'inverse, en quoi le contrat local de santé peut jouer un rôle pour l'accès à une alimentation de qualité pour tous? Alors, comme je viens de vous dire, en fait, le contrat local de santé, c'est un contrat qui est local, donc qui se base en fait sur un diagnostic, donc qui est refait régulièrement. Et donc, du coup, en fait, il a pour but de se baser sur les besoins du territoire, sur les demandes des habitants, sur des réponses qui sont déjà existantes. Le but, c'est de travailler avec vraiment les besoins locaux, de pouvoir y répondre avec des réponses locales et de pouvoir vraiment travailler ça sur un champ territorial assez restreint. Le contrat aussi local de santé, ça regroupe pas mal de signataires et donc beaucoup d'acteurs et de partenaires locaux. Et c'est ça, en fait, qui fait la richesse du contrat local de santé, c'est de pouvoir s'appuyer sur la transversalité, qui est un petit peu, effectivement, l'un des objectifs principaux du PAT, et de pouvoir travailler donc sur des acteurs qui proviennent de la santé, mais pas que, c'est-à-dire de pouvoir aussi s'entourer d'acteurs sociaux, d'acteurs qui travaillent sur l'environnement, d'acteurs qui travaillent sur le médico-social, d'acteurs qui travaillent dans plein de domaines différents, et de pouvoir travailler sur de la santé globale avec différentes politiques autour de nous. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas que sur la politique santé, mais on intègre la politique de santé dans d'autres politiques publiques, comme l'urbanisme, comme le développement économique, comme des choses comme ça, ce qui nous permet d'avoir en fait aussi des actions, pas que sur de la prévention santé auprès de la personne, mais sur aussi ce qui peut entourer la personne, donc son environnement. Et c'est ce qui va faire qu'on va progresser en fait vers un accompagnement à la bonne santé et de pouvoir travailler pas que sur la personne, mais de travailler aussi sur son environnement. Parce que même si on développe des savoirs ou des savoir-faire, il faut développer aussi le pouvoir-faire. Et ça, c'est important. Alors, bien sûr, là, on traite de l'alimentation, qui est notre le sujet de ce soir, mais le contrat local santé ne s'arrête pas qu'à la nutrition. Il travaille sur de l'accès aux droits et aux soins, sur d'autres différentes thématiques qui peuvent avoir un impact sur l'hygiène de vie, et avec différentes entrées aussi populationnelles, c'est-à-dire qu'on peut avoir des thématiques qui sont plus spécifiques sur des populations plutôt que d'autres, parce qu'on a vu que c'était des problématiques et des enjeux qui existaient sur le territoire. Donc, du coup, le CLS a une fiche action qui a été développée en commun avec le PAT, parce que le but du contrat local de santé, c'est de mettre en valeur tous les nouveaux projets et toutes les nouvelles actions qui peuvent répondre aux enjeux, aux politiques, aux enjeux et aux problématiques en fait, qui ressortent du territoire comme des besoins. Et par exemple, on s'est rapproché effectivement de l'agglomération pour travailler ensemble sur cette connexion qu'on pouvait avoir entre différents dispositifs. Donc là, le contrat local de santé et le PAT, parce qu'on a des objectifs communs qui sont autour de la santé, alors disséminés dans le PAT différemment que dans le contrat local de santé qui est son cœur de sujet. Mais le but, c'est de pouvoir aussi associer des dispositifs ensemble pour que du coup, on puisse mutualiser nos moyens, mutualiser notre réflexion et notre expertise pour pouvoir œuvrer dans le même sens et faire que du coup, les actions que nous, on va mener et les actions qui vont être menées dans le PAT soient en cohérence, suivent une ligne directive qui soit la même, avec des partenaires autour qui soient complémentaires. Enfin, voilà, le but, c'est la santé, ça ne travaille pas que dans l'assiette, dans l'équilibre alimentaire. L'alimentation, c'est un
c'est beaucoup plus large et ça a un impact sur une santé physique, une santé psychique, une santé sociale, une santé morale. Enfin voilà, c'est travailler autour de tout ça. Et donc du coup, c'est important de pouvoir effectivement travailler avec beaucoup d'acteurs qui ont un rôle à jouer en fait dans ces objectifs-là. Et la troisième question, c'était les recommandations pour le territoire. Je pense effectivement que plus on est à travailler sur l'alimentation, plus il y aura de sens à ce que l'on va mettre en place. Parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que simplement avoir bonne conscience et de pouvoir individuellement essayer de trouver un équilibre alimentaire, d'essayer de faire des choix, c'est bien, parce qu'il faut faire ça individuellement, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi pouvoir coordonner des grandes décisions politiques, pouvoir aussi avoir la possibilité d'acheter des produits de bonne qualité à proximité, qui soient accessibles à tout le monde. Donc, en fait, seulement notre personne individuelle n'aura pas tout cet impact-là qu'on peut avoir. Voilà. Donc, il faut travailler aussi sur des actions collectives. Et le PAT, c'est une action il va travailler dans ce sens-là. Donc, pour nous, avoir un travail commun, c'est important, on va dire, au niveau de la ville et de l'agglo. Et je pense qu'il faut vraiment s'appuyer sur toutes les expériences qui sont faites au niveau du territoire. Et après, peut-être aussi prendre un peu plus de largeur et puis de voir ce qui se fait aussi dans les autres régions de France ou même à l'étranger. Mais déjà, je pense qu'au niveau du territoire, il y a tellement de richesses au niveau associatif, il y a tellement de richesses. On a la chance d'avoir des terrains agricoles, on a la chance d'avoir une expertise sur différents domaines. Et il faut vraiment s'appuyer sur cette richesse-là pour pouvoir avancer correctement. Voilà. Et je pense que la richesse au niveau local est largement suffisante pour faire des choses bien et pas avoir besoin toujours d'aller chercher en fait ailleurs. Il y a des fois des petites actions qui peuvent effectivement être portées et être censées aller dans le bon sens. Donc, il ne faut vraiment pas se priver de tout ça en tout cas. Voilà. Peut-être une question, vous parlez, est-ce que vous avez des exemples d'actions qui existent déjà ou vous parliez d'actions peut-être conjointes entre le CLS et puis le futur PAT? Est-ce que pareil, vous avez des exemples en tête? Alors, la fiche action qui est en commun avec le PAT et le CLS pour être très, voilà, très pratico-pratique, en fait, on voudrait effectivement travailler sur l'offre alimentaire solidaire. Voilà, qui est un sujet qui est commun, on va dire, aux deux dispositifs. Et avant de pouvoir se dire qu'on va développer de nouvelles offres ou que l'on va effectivement, le principal, c'est déjà de voir ce qui existe, de voir quels sont les besoins. Donc, de partir sur le recensement en fait, de ce qui peut exister et de pouvoir aller effectivement au plus près des habitants avec des partenaires qui travaillent déjà en fait dans l'offre alimentaire solidaire, de s'appuyer sur des acteurs qui ont une certaine expertise parce qu'ils existent depuis un certain temps aussi dans ce domaine-là, et de pouvoir effectivement mutualiser tous ces moyens et tous ces partenaires pour effectivement d'abord s'interroger sur ce qui existe, qu'est-ce qui est bon de retenir, quels sont les besoins, quelle est la demande, pour pouvoir effectivement après voir vers quoi on va se diriger dans cette offre alimentaire solidaire. Et c'est pour ça qu'on dit offre alimentaire solidaire, parce qu'on veut rester assez large pour ne pas sortir, on va dire, et d'être plus large que, par exemple, l'aide alimentaire, mais parce qu'il y a plein d'autres petites expérimentations qui sont aussi très, très bien de prendre en compte, comme, par exemple, les jardins partagés ou d'autres actions de ce type-là. Donc, de rester assez ouvert et de pouvoir partir du besoin d'abord. C'est vraiment l'essentiel. On ne vous entend pas. Mon écran me l'a dit, il a compris que j'essayais de parler. Je vous propose qu'on fasse les 3 interventions, puis après, si on pourra répondre aux questions du public. Alors, on a réussi à récupérer notre 3e intervenante, donc on en est très heureux. Mais je vais peut-être passer la parole du coup à Nathalie Mandard, donc d'Incroyables Comestibles, avec donc plusieurs questions.
Quels sont les objectifs et quels sont les résultats sur les populations que vous rencontrez, des différentes démarches que vous pouvez mener, que ce soit donc au niveau associatif, mais également dans votre activité professionnelle? Quels sont les leviers qui vous paraissent les plus intéressants pour, pour, pour avoir un impact réel sur les pratiques alimentaires et sur la santé des habitants, toujours au regard de votre expérience? Et pareil, dernière question, est-ce que vous avez des recommandations pour le territoire et des attentes en particulier vis-à-vis de ce projet alimentaire territorial? Quel programme! Oui. Oui, donc à la première question, au niveau des objectifs et des résultats, alors moi, ce que j'essaie de mettre en place, c'est vraiment de sensibiliser au caractère fondamental, essentiel de l'alimentation. On l'a dit et redit, mais c'est effectivement extrêmement important. L'acte de nourrir est fondamental. Et moi, je rajoute aussi le faire par soi-même, qu'on oublie un petit peu. Se nourrir, on sait c'est un besoin, mais ça, comme l'a dit Katia, ça va bien au-delà. C'est ce qui nous constitue, c'est au niveau sociétal, économique, psychologique, philosophique. Enfin, vraiment, il y a aussi tout le côté sensitif, le côté esthétique et la créativité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaie toujours de, entre guillemets, transmettre, enfin, du moins de parler de tous ces sujets. Il y a une chose aussi qui me paraît très importante de faire passer, c'est le lien entre la fonction de production, c'est-à-dire l'agriculture en elle-même, et la fonction de transformation qu'on pourrait appeler la cuisine. Parce que je trouve qu'il y a un tout petit hiatus. On est très souvent, par exemple, on va dans un supermarché, on va voir par exemple nos tomates sous plastique, mais on ne va pas se rendre compte que les tomates, elles poussent, et comment elles poussent, et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elles poussent. Donc ça aussi, je trouve que c'est très important de travailler sur ce sujet-là. Et moi, je travaille aussi sur un dernier sujet qui est la cuisine du quotidien. Donc, vous voyez, celle qui barbe tout le monde. Donc, ça aussi, ça me semble important parce qu'on l'oublie souvent, parce que c'est vrai qu'elle est un peu moins fun. Donc, je vous disais tout à l'heure que je pratiquais la cuisine alternative. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, c'est tout simplement une cuisine qui essaie donc de replacer le végétal au cœur de l'alimentation. N'oubliez pas non plus que je suis incroyable comestible. Donc, c'est vrai que tout ce qui est plantes comestibles, c'est très important. Et allô? Oui, désolée, j'ai toussé. Alors, quand vous toussez, bon, mon écran s'éteint, c'est normal. Oui, donc je vous disais qu'au niveau de replacer le végétal au cœur de l'alimentation. Alors, j'ai envie de dire que pour une fois, on a de la chance, c'est que les discours des professionnels de santé et des professionnels, des scientifiques du climat vont dans le même sens, c'est celui de la réduction de notre consommation de produits animaux et dans un même temps d'une augmentation de notre part de produits végétaux. Donc ça, c'est vraiment une opportunité qu'il faut saisir. Certains scientifiques disent, et l'OMS le dit, il faudrait que nous arrivions à peu près dans notre assiette 15% de produits animaux et 85% de produits végétaux. Ce qui se traduit, alors c'est dommage, je ne sais pas si vous avez pu mettre les photos que je vous avais envoyées, mais on peut voir par exemple l'assiette des Canadiens, parce qu'en fait chaque pays a développé ce qu'on appelle des plans nationaux nutrition santé qui peuvent aider les consommateurs à manger. C'est-à-dire que quand on n'a aucune connaissance en diététique, on se reporte à ces plans nutrition santé et on peut avoir quelques idées. Et notamment, oui, là, vous voyez à droite, on peut voir, je ne sais pas si tout le monde voit, mais on peut voir l'assiette canadienne et notre assiette française. Est-ce que vous pouvez zoomer sur la droite, Lucille? Voilà, c'est ça. Donc, sur cette assiette, on voit bien effectivement comment elle est répartie. Donc, on a sur la partie gauche tout ce qui est légumes verts, légumes et fruits. Sur un quart, on a les protéines qui sont à la fois des protéines végétales et des protéines animales. Et puis, sur le dernier quart, des céréales. Et sur cette assiette, donc je le répète, l'assiette canadienne, on voit que ce sont des produits plutôt complets.
Donc elle est intéressante. Moi, je la montre très très souvent parce que non seulement elle est esthétique, mais elle est très très claire. Si vous pouvez aller un petit peu sur la droite, Lucille, là on voit nous les préconisations qui sont les préconisations françaises, qui sont plus des vous voyez, augmenter, aller vers, réduire. Personnellement, je trouve ça un petit peu moins, un peu moins facile, mais ça a aussi son utilité. Et on voit par exemple que le fait maison est en bonne place dans enfin, dans les choses à augmenter. Donc, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on essaie de changer un petit peu ces façons de faire en, par exemple, reprenant des recettes qui sont traditionnelles. Par exemple, moi, je pense souvent à la béchamel. Une béchamel, c'est à base de beurre, à base de lait. Eh bien, on peut tout à fait faire une béchamel à base d'huile de sésame, de farine de petit épeautre et de boisson d'amande, par exemple. Et là, on est sur quelque chose de beaucoup plus végétal. Donc ça va vraiment dans cette idée de replacer le végétal au cœur de l'alimentation. Après, en deuxième point de cette cuisine alternative, il y a la question du lien entre le producteur et le consommateur et la qualité des produits. Certains professionnels, notamment Anthony Fardet, Christian Rebesi, nous disent qu'on va vers des gros problèmes parce qu'on utilise de plus en plus de produits ultra transformés. Bon, la transformation, c'est ce que c'est, mais l'ultra transformation, ça a l'air de poser un problème de santé publique. Donc, la cuisine alternative que je préconise utilise ou essaie d'utiliser des produits bruts ou peu transformés et bien évidemment de saison. Là, c'est pour un plan aussi économique parce qu'on parlait aussi de la problématique des budgets. Mais lorsque l'on mange de saison, cela fait baisser les prix. Ça peut être une approche pour faire baisser les prix, ne pas manger à contre-saison des produits alimentaires. Alors, bien évidemment, le lien avec le producteur est absolument primordial. Se rendre compte, encore une fois, qu'une tomate ou une carotte, ça ne pousse pas dans la barquette. Et donc, essayer de créer ce lien entre la personne qui va manger et le producteur qui le fait pousser. Moi, j'ai envie toujours de louer nos producteurs, nos agriculteurs, parce que le métier qu'ils font, il est vraiment primordial et il n'est pas simple. Donc, j'ai toujours une pensée pour eux et nous avons réussi à mettre en place aussi dans certaines villes où j'interviens des ateliers où nous allons voir le producteur et après nous cuisinons ce qui a été acheté pour être toujours dans ce lien. Donc, avec les IC, les acrobates comestibles, pardon, très souvent, j'invite les personnes qui sont dans les ateliers que j'anime à justement faire un travail de planter, soit sur leur balcon, soit en pied d'immeuble, des légumes. Alors, ça peut être tout simplement des aromatiques, parce que les herbes aromatiques, elles sont assez fantastiques, puisqu'elles font une espèce de lien justement entre l'agriculteur, la production et la consommation. Elles sont vraiment vivaces, elles sont mellifères, elles sont esthétiques, elles sentent bon, elles apportent des phytonutriments, donc là pour une alimentation variée et qui nourrit, elles sont hyper importantes pour ça, et du goût. Donc on peut dire que c'est intéressant effectivement d'inviter les gens donc les stagiaires ou les personnes qui assistent à ces ateliers à planter, tout simplement à faire leur part. Alors ça peut être avec les acrobates comestibles, mais ça peut être aussi avec d'autres dispositifs. Il existe bien d'autres dispositifs. Mais ce qui est intéressant avec les acrobates comestibles, c'est qu'on ne plante pas forcément pour soi, on plante pour la collectivité. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important. Moi, je dis souvent que si le produit est bon, si les produits sont bons, la cuisine, ça peut se résumer tout simplement à bien faire cuire. Alors j'ai envie de dire tout simplement, c'est pas si simple que ça, parce que c'est vrai qu'on a tendance à surcuire et donc à perdre toutes les vitamines et tous les bienfaits d'une plante qui a bien poussé.
Donc ça, c'est aussi quelque chose à soulever. Mais si donc on fait bien cuire, on rajoute une bonne huile de première pression à froid et nos petites herbes aromatiques qui poussent en pied d'immeuble, et on se retrouve avec quelque chose de relativement rapidement fait. J'en arrive au troisième point, qui est donc de valoriser la diversité des produits, parce que là aussi, on peut voir dans les supermarchés quand même un appauvrissement de l'offre. Ce n'est pas le cas si on va sur les marchés ou si on va chez les producteurs, mais dans les supermarchés ou hypermarchés lambda, c'est assez le cas. Et par exemple, on ne se rend pas compte de la diversité qu'il peut y avoir, ne serait-ce que par exemple dans les farines. Il n'y a pas que la farine F de blé, mais on va avoir des tas d'autres farines et puis aussi des différents niveaux de raffinage qui sont aussi très intéressants et qu'il faut apprendre à maîtriser, parce que c'est vrai qu'une farine dite blanche, donc T45, ne va pas du tout réagir comme une farine T150 qui elle, est intégrale. Pour être toujours sur les céréales, on a à la fois des grains, mais on va aussi avoir des farines, des crèmes et des flocons. Donc là encore, on est sur une diversité qu'il faut apprendre ou réapprendre, hein, parce que bon, il y a des personnes qui connaissent bien ça. Mais c'est vrai que c'est des choses aussi qu'on a un petit peu oubliées. Alors, j'en viens aussi au cas des légumes, les légumes d'hiver. Alors, on entend souvent dire qu'on n'a strictement rien, on n'a pas de, à part les carottes et les choux, les pommes de terre, en hiver, on n'a rien. Mais franchement, si vous allez chez votre producteur, vous allez vous rendre compte qu'il y a une diversité folle. Ne serait-ce que par exemple sur les radis d'hiver. Alors, vous avez le radis noir, mais vous avez maintenant les radis qu'on appelle daikon, qui sont des radis blancs, les radis red meat ou green meat, qui sont des radis absolument magnifiques. Très souvent, quand j'ai des enfants en atelier, je m'amuse, c'est vraiment à avoir ce genre de radis et à l'ouvrir devant eux et à leur montrer. Et en général, j'ai un « oh, ah », parce qu'en fait, ils sont rose fuchsia. Donc là, on est sur quelque chose d'extrêmement appétant et qui donne envie de manger des radis, même si en général, c'est pas quelque chose sur lequel on est porté. Donc c'est pareil, je peux énumérer aussi au niveau de la diversité, les légumineuses, les légumes anciens, les oléagineux. On utilise très très peu en France, en tout cas, tout ce qui est noix, noisettes, alors que là, on peut les retrouver sous forme de lait, sous forme de purée. Et donc c'est extrêmement intéressant parce que ça apporte ce qu'on appelle des bons gras. Et ce sont des aides culinaires très, très pratiques, très rapides. On peut parler aussi des protéagineuses, donc notamment du tofu. Et puis aussi une chose qui, moi, me tient énormément à cœur, c'est les cuisines du monde. Parce que justement, sur le Val d'Oise, on est amené à rencontrer des personnes issues de courants d'immigration très, très diverses. Et ils ont énormément de choses à nous apporter en termes de cuisine du monde, aussi bien en termes de technique qu'en termes de produits, qu'en termes de façon de cuire aussi. Donc ça, c'est aussi important de valoriser justement ces personnes par ses apports. Et j'en arrive au dernier point qui n'est pas le moindre, qui est donc le fait de revaloriser l'acte de manger et le soin apporté à la préparation des repas. Parce que, à mon sens, donc on l'a dit, hein, se nourrir c'est fondamental, mais on y consacre de moins en moins de temps et puis de moins en moins d'intérêt. Très souvent, pour la cuisine du quotidien, on entend le mot corvée, on entend c'est routinier, ça prend du temps, bref, ça manque un petit peu de fun. Donc, moi, j'essaie d'inviter les personnes à développer des stratégies. Alors, ça dépend en fonction de qui on est. Alors, ça peut être, certains vont, ce qu'on appelle, vous avez dû en entendre parler, le batch cooking. Donc, c'est-à-dire que pendant 2 heures, on va cuisiner pour toute sa semaine. Pourquoi pas, c'est une façon de faire. En stratégie numéro 2, ça peut être, par exemple, connaître par cœur quelques recettes qu'on va décliner. On peut aussi essayer de développer sa créativité et de faire au feeling, pourquoi pas, et avec la cuisine du placard. Ou alors, on essaie de tout mélanger pour essayer justement de passer ses freins. Il y a une autre chose aussi qui pourrait être intéressante, c'est de cuisiner en lien les uns avec les autres. Alors, ça peut soit faire des clubs.
Donc ça pourrait être quelque chose à suggérer justement sur l'agglomération de Cergy, c'est-à-dire que dans les maisons de quartier, il pourrait y avoir des espèces de soirées où on viendrait cuisiner. Alors après, au niveau du menu, ça serait soit imposé, soit bon, à voir, mais en tout cas avec quelqu'un qui animerait ou pas d'ailleurs, mais peut-être une maman ou des personnes. On cuisinerait ensemble et on repartirait avec 2 ou 3 repas. Parce que le fait de cuisiner ensemble, moi je le vois dans les ateliers, hein, il y a vraiment une émulation. Alors il y a des personnes qui préfèrent travailler seules, mais il y a quand même une émulation qui se fait. Et, euh, et puis parce qu'on échange et on est effectivement dans ce lien social qui est primordial, surtout au niveau de la cuisine. Alors dans la 4e stratégie, je vais parler de 3 stratégies, on peut tout à fait tout mélanger et puis on peut aussi appeler la pizza du coin et se manger une pizza du coin, hein. Ça, c'est pas non plus exclu. Voilà, donc ça, c'est je dirais les 4 objectifs ou stratégies que l'on peut mettre en place avec cette cuisine alternative. Vous m'aviez posé une autre question qui était par rapport à la malbouffe et à la perte de savoir-faire. Alors bon, je pense que là, c'est un petit peu complexe comme question, mais j'ai envie de dire que c'est certainement dû au fait qu'on a d'autres priorités, qu'on est dans un monde où tout doit aller très très vite et qu'on a l'impression que de cuisiner, ça prend un temps fou. Donc là aussi, il faut essayer de montrer que justement, si on a des bons produits, parce qu'on a des agriculteurs sur la région qui travaillent bien et qui sont de proximité, comme je vous l'ai dit, on peut très très bien résumer sa cuisine à quelque chose d'extrêmement simple et d'assez rapide. Mais ce sont des choses on va dire, à réapprendre certainement. Je pense qu'il y a une certaine démission et puis peut-être aussi, comme on est, la plupart des humains, nous sommes des gens visuels et que les écrans ont pris une très très grande part dans nos vies, peut-être que les autres sens sont en train de s'émousser. Et par exemple, l'odorat, le goût sont peut-être des sens qui s'émoussent. Je sais pas, c'est une question, hein, je n'ai absolument pas la réponse, mais c'est des hypothèses. Vous m'avez posé aussi une autre question qui était donc au regard de l'expérience associative. Quels sont les leviers qui vous apparaissent les plus intéressants pour avoir un impact réel sur les pratiques alimentaires? Moi, j'ai envie de vous répondre tout simplement la pratique. Une pratique réfléchie, donc savoir pourquoi on fait les choses, être invité à les faire soi-même. Encore une fois, je vous disais, dans les ateliers, en général, alors vous allez me dire ce sont des gens captifs, hein, s'ils viennent à l'atelier, c'est qu'ils ont envie. Mais bon, j'ai eu des ateliers où c'était sur le flux et en général, lorsque les gens sont invités, et notamment les plus jeunes, même les adolescents, ils vont participer et avec on voit une grande appétence. Après, les faire goûter, c'est autre chose, notamment pour tout ce qui est pour les adolescents, ils sont beaucoup plus. Mais alors participer, ils adorent ça. Et donc, ça pourrait être intéressant de travailler notamment avec ces publics-là sur la pâtisserie, parce que la pâtisserie, c'est quelque chose qui plaît à tout le monde, mais en pâtissant différemment et en pâtissant avec les légumes, les légumineuses, parce que les légumes, ça nous permet de mettre beaucoup moins de sucre, et comme on a un petit problème avec le sucre, ça peut être intéressant aussi de développer ce genre de pratique. En deuxième chose, moi je vois effectivement l'éducation au goût, hein, l'éducation au goût des enfants, il faut les prendre au biberon, c'est les faire goûter, c'est hyper important. On sait qu'il faut au moins répéter une douzaine de fois un même goût pour que l'enfant l'accepte. Mais j'ai envie de dire que même si après il l'oublie, il va l'avoir dans sa bibliothèque personnelle de goût et quand il reviendra à l'âge adulte, le travail sera franchement facilité. Il y a une autre. Ah, je vais être. Oui, parce qu'il reste plus énormément de temps et il faut que notre troisième intervenante puisse avoir la parole. Bon, écoutez. On peut lui laisser la parole et puis Bien si sûr. jamais il reste du temps, on vous la repassera. Désolée de vous interrompre. Il n'y a pas de problème. Du coup, notre troisième intervenante, je vais la laisser se présenter et puis du coup répondre directement aux questions.
Question qui était, donc je juste travaille au Crous, donc les questions qui étaient de nous présenter un peu quels sont les étudiants qui sont aujourd'hui sur le territoire, quelles sont les solutions que le Crous apporte en matière d'alimentation et de santé pour ses étudiants, et est-ce que le Crous a des pistes pour aller plus loin aujourd'hui? Donc, bonjour, moi je m'appelle Nathalie Beugnot, donc je suis la directrice de la restauration du Crous de Versailles, en charge du pilotage de la restauration pour les 4 départements de ce Crous, dont le Val d'Oise fait partie. Accessoirement, je travaille aussi pour le ministère de l'Agriculture sur des projets. Je fais partie du CNRC, qui est le Comité national de nutrition pour la restauration collective. Donc, la première question est assez simple, c'est quelles sont les problématiques rencontrées par les étudiants sur les territoires. Donc, la problématique, elle est assez générale, dans beaucoup de Crous, c'est le côté financier. Ils ont un budget serré. Donc, globalement, on est sur une moyenne de 800 €, ce qui fait que l'alimentation, ce n'est pas obligatoirement leur priorité. Et du coup, ils ont tendance à se nourrir de produits de qualité, de ne faire par exemple que d'un seul vrai repas par jour, de sauter des repas, de manger plutôt le pâté de gâteau que une vraie assiette chaude avec ce qu'il faut, ce qui est nécessaire pour leur santé. Donc, on a vraiment une problématique de moins de 2 repas par jour. Et la problématique aussi de l'ultra transformé. C'est-à-dire qu'on est sur des produits très, très rapides à préparer et très rapides à manger aussi. On est sur une action plutôt de se nourrir, de se remplir, que plutôt de vraiment manger. Il faut savoir qu'en général, en Paris, région parisienne, on a des très petits logements. On n'a donc pas la possibilité de beaucoup stocker. On a des très, très petits frigos. Donc, on n'a pas non plus… j'entendais la dame avant parler de batch cooking, etc. Mais par exemple, ça, c'est un peu compliqué quand on a un tout petit tabletop et qu'on a 9 mètres carrés pour vivre, travailler, surtout en ce moment, et se restaurer. Donc, on a toutes ces questions-là. Donc, au niveau des solutions, nous, évidemment, on a le repas à 1 €. Je pense que tout le monde en a entendu parler. On essaye de développer beaucoup, beaucoup d'actions. Donc, on a des actions qui s'appellent Chef en Amphi. On a aussi, au niveau national, essayé de créer des tutos pour accompagner les étudiants. L'idée, c'était comment je fais un repas à moins de 2 € facilement avec une bouilloire et un micro-ondes. Parce que ça, c'est très important de se dire, ils n'ont pas beaucoup de place, ils n'ont pas beaucoup de matériel, et puis ils ne savent pas. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de choses qui rebutent un peu, et il faut vraiment, vraiment les accompagner. Alors, on a un projet là qui s'est arrêté à cause du Covid, mais qui s'appelait De la terre à l'assiette, pour lancer des jardins partagés dans nos résidences, où on pourrait venir cueillir de quoi faire avec les étudiants des repas dans des cuisines partagées. Donc, l'idée, c'est vraiment de comprendre les saisons, de savoir ce qui pousse, comment ça pousse, parce qu'on a beaucoup, 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 beaucoup de remarques sur les légumes bruts, par exemple, sur les produits. Ils ne les connaissent pas, ils ne savent pas comment on les mange, ils ne savent pas ce qu'il faut en faire. Et c'est un vrai gros problème. Donc, on a des questions toutes simples, c'est est-ce que ça s'épluche pas? Est-ce que ça se cuit pas? Est-ce que je peux le manger cru? Et c'est des questions basiques, mais on en est là parfois. Donc, au niveau, nous, ce qu'on développe évidemment, c'est plus de local, plus de qualité. On a un vrai gros programme là-dessus. Au Crous de Versailles, on n'a pas de cuisine centrale. C'est des cuisines sur place, faites par des chefs de cuisine qui vont servir les étudiants et qui vont échanger avec eux sur ce qu'ils sont en train de manger. Donc, c'est vraiment un vrai objectif. On a une avancée aussi importante parce qu'on est les seuls à le faire. On développe le Nutri-Score en restauration collective. On est le pilote au niveau national
par rapport au ministère de la Santé. Donc, petit à petit, dans tout le Crous de Versailles, il va y avoir l'affichage du Nutri-Score. Pour le moment, on a développé à Nanterre et à Saclay, mais ça va arriver à Cergy. Donc, l'idée, c'est d'afficher un Nutri-Score sur les plats. Pour donner une indication de ce qu'est un équilibre alimentaire, évidemment, nos menus sont visés par notre diététicienne qui propose un plan alimentaire, mais ça ne suffit pas. Il faut vraiment avoir une communication, échanger avec les étudiants pour qu'ils comprennent à quoi ça sert. On n'est pas juste là pour les brimer et leur dire qu'ils n'ont plus le droit de manger de pizza, de chocolat, mais que ça doit se réfléchir par rapport à un équilibre global d'une semaine où un jour, on a envie de manger un burger, le lendemain, on mangera plus léger ou je mangerai une carotte râpée ou un fruit parce que je veux m'éclater avec une pizza 4 fromages. Donc, on a des objectifs à court terme sur des achats. 65% des poissons sont éco-certifiés. Les œufs sont dans une démarche BBC produits de plein air. Viande de porc, de bœuf, de volaille, origine France. Beaucoup de signes indicateurs de qualité, IGP. Beaucoup de produits BPC. Et pour les fruits et légumes, on travaille en saison avec des producteurs locaux. On en a un d'ailleurs qui est juste à côté d'un de nos restaurants à Neuville. Ces champs sont très très proches du restaurant. Une fois par an, on essaie de faire une action avec lui. Il vient avec ses choux, ses carottes et il vient faire goûter ses produits aux étudiants au début de l'année. Alors au niveau des pistes, je fais plus part de ce qu'on fait au niveau national, alors au Crous aussi, mais j'ai beaucoup travaillé sur le PNMSGO, sur beaucoup de choses comme ça, et on a un vrai problème pour l'accompagnement culinaire. Dans beaucoup de pays, il y a une éducation des enfants sur des formations culinaires, ça n'existe pas en France, et c'est un vrai trou dans la raquette, parce qu'on arrive avec nous, quand les étudiants arrivent, ils n'ont pas de connaissances culinaires. Ils ne savent pas comment faire. Ils ont envie, mais ils apprennent via des tutos, ils apprennent via Internet. Mais il leur manque des bases qui leur permettraient d'aller rapidement à l'essentiel et de faire les bonnes choses pour pas cher, au lieu de prendre des produits ultra transformés, parce qu'évidemment, ce n'est pas notre objectif non plus. Donc, il faut leur faire goûter des produits bruts. Il faut leur faire comprendre les saisons. Et leur proposer des solutions pratiques et rapides. Il ne faut pas se dire qu'on va 1 heure pour cuisiner, c'est pas vrai. Cette génération-là zappe beaucoup et en cuisine, c'est pareil. Donc, on a vraiment à retrouver des recettes simples comme on peut le faire à la maison, mais ils n'ont pas eu obligatoirement cette conscience-là chez eux. Ils n'ont pas eu obligatoirement de transmission du repas. Et c'est là où il faut réapprendre les choses. Il faut retrouver le côté hédoniste du repas. Quand on mange, c'est un acte social, c'est un acte aussi de plaisir. Et il ne faut pas oublier le plaisir. Plus on développe des recettes, plus on goûte, plus on développe ses papilles gustatives, plus elles seront développées, plus on appréciera le repas et la subtilité des saveurs, et plus on va chercher à les développer. Donc ça, c'est un point extrêmement important. C'est-à-dire que là, on arrive avec des personnes qui ont été nourries avec des produits très transformés, très sucrés, très salés, et qui ne sentent visiblement que ces goûts-là. Donc, il faut réapprendre la subtilité des plats. Et ça va être un petit peu long, mais on le voit, il y a une génération qui a envie. Donc, on espère pouvoir développer ça et accompagner nos étudiants là-dedans. Voilà, j'ai essayé d'être... Merci. Alors, les autres groupes sont en train de terminer, mais du coup, il reste quelques minutes et je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions à poser, soit via le chat, soit directement, ou souhaitent intervenir pour nous faire part d'une expérience. Voilà, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi utiliser le chat si vous avez d'autres exemples
sur le territoire ou ailleurs, de bonnes initiatives qui sont mises en place sur les thématiques de la santé et de l'alimentation. Voilà, n'hésitez pas, c'est le moment de nous faire partager. On est aussi là pour récupérer des informations venant de vous. Je vois personne, donc c'est super, c'est très bizarre, mais donc j'imagine que voilà, je vous laisse mettre sur le chat si vous souhaitez. Ou sinon, on va attendre quelques minutes avant de retourner dans la salle. Oui, on me dit encore 2 minutes. Donc voilà. Non, je vois que personne ne souhaite prendre la parole. Hop. Si une des intervenantes souhaite faire un petit mot de la fin. Non, alors, pardonnez-moi, oui. juste, oui, non, si je puis me permettre, juste une intervention. Bon, moi, je suis dans le Vexin et je tenais simplement à souligner, c'est la première année, j'habite le Vexin depuis une trentaine d'années, mais c'est la première année où je constate une volonté des municipalités de soutenir et de promouvoir des marchés de producteurs locaux qui sont tournants dans les villages. Et donc, on en a toujours un, c'est en général le dimanche. Ça fait, je remarque ça depuis, en gros, le déconfinement du mois de juin. Une volonté de promouvoir les petits producteurs locaux et on trouve des choses assez extraordinaires en qualité de légumes qui ne sont pas labellisés bio, mais dont on sent que les cultivateurs ont fait vraiment des efforts pour faire des choses de qualité aussi, avec aussi peu d'intrants que possible et c'est extrêmement gratifiant de pouvoir augmenter sa part de local dans l'alimentation. Voilà, c'est bien parce qu'on a souvent des choses qui sont assez consternantes sur ce plan-là et là au moins il y a une raison d'espérer. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour cette intervention. Oui, j'ai une contribution oui, aussi. Merci, allez-y. J'ai habité dans le Vexin en 1 an et 7 ans dans le Val d'Oise. Et effectivement, si les citoyens n'avaient pas sensibilisé, fait de la pédagogie aux élus et créé des dynamiques locales, plus le Covid, en fait, on aurait encore des élus qui n'avanceraient pas. On a vu des élus pendant le confinement qui se sont très étonnés qu'à cause effectivement des limites tu dois aller chercher ton alimentation non plus à 25 km, mais à 10. Là, ils se sont aperçus qu'ils n'avaient pas assez de maraîchers pour produire localement et donc pourvoir effectivement à leur utilité de service pour leur constitution. Donc, au moment du déconfinement, certains élus ont pris en fait une part de terre arable qui était destinée à l'habitat, à la construction immobilière, pour les mettre à disposition pour des maraîchers. Le problème, c'est que derrière, les lycées agricoles ne pourvoient pas non plus des maraîchers formés et opérationnels pour aller effectivement sur les territoires X ou Y. Donc ça a permis effectivement un développement assez intéressant, mais encore une fois, ce ne sont pas les élus qui ont porté ça, ce sont les citoyens. Et je suis très content que les citoyens continuent en fait à développer des initiatives positives et des dynamiques locales et territoriales. Merci. Alors, je suis désolée, on va devoir repartir dans plénière pour conclure ce forum grand public. Je vous préviens juste que si jamais vous avez d'autres contributions ou d'autres remarques, il va y avoir un module de contribution qui sera mis en ligne par la communauté d'agglomération et le PNR et vous pourrez aller mettre vos remarques là-bas.